Et salut à tous, bienvenue pour ma nouvelle vidéo du Road to GM, donc la deuxième ronde au tournoi des Baléares. Donc je vous rappelle qu'hier, si vous avez vu la vidéo, normalement j'ai fait match nul, une partie assez mouvementée contre le joueur américain. Et voilà, donc aujourd'hui il est à peu près 17h, on va jouer vers 20h comme tous les jours. Et tu joues contre qui le thé aujourd'hui? Aujourd'hui on va jouer contre donc, un grand maître chilien qui s'appelle Campos Moreno, un joueur très expérimenté parce qu'il a à peu près la soixantaine, mais c'est un très bon joueur, un joueur très solide. Et j'ai voilà, à nouveau les pièces noires pour la deuxième fois, donc ça va pas être facile. Et t'as prévu quoi comme ouverture? Alors a priori c'est un genre de D4, donc voilà, je compte sortir une nouvelle arme spéciale contre D4. Qui est vous verrez ça dans la vidéo bien sûr. Ça va. Allez, ciao la team. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Road to GM, donc le Road to GM numéro 5. Je serai en compagnie comme d'habitude de mes deux compères aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Et on va vous présenter la deuxième partie de ce tournoi au Baléares. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le Road to GM numéro 4, je vous laisse aller le voir, mais j'ai fait nul donc, dans cette première partie. Et donc dans cette deuxième partie, je vais affronter le grand maître Campos Moreno Javier du Chili, qui a environ la soixantaine d'années, à environ 2400 Elo. Donc j'ai encore une fois les pièces noires. Donc c'est un grand maître assez expérimenté, hein. Clairement ça fait peut-être 40 ans qu'il est grand maître, donc Okay. J'étais encore dans le ventre de ma mère qu'il était déjà grand maître. Voilà, donc il est un peu âgé, mais il a encore une belle expérience, et notamment la première ronde, il a battu son jeune adversaire avec les pièces noires, donc je me doute que ça va pas être une partie facile, que ça va être un joueur en tout cas très solide et qui va pas faire beaucoup d'erreurs. Et en fait, dans les tournois comme ça, les tournois fermés, les titrés sont payés pour participer et les non titrés payent pour pouvoir participer, c'est ça? Alors, les titrés, pas n'importe lesquels titrés. Donc là, c'est-à-dire que si c'est un tournoi à nombre de grands maîtres, il va y avoir 3 grands maîtres qui vont effectivement être payés pour participer. D'accord. Parce que eux, ils n'ont pas de normes de grands maîtres à faire, étant donné qu'ils sont déjà grands maîtres. Ouais, Par contre, tous les maîtres internationaux qui essayent de jouer pour une norme de grands maîtres, c'est eux qui vont payer pour participer. d'accord. D'accord. Les seuls qui sont payés pour participer, c'est les titrés nécessaires à la condition pour les normes, on va dire. D'accord. Ok. Parce que pour faire une norme, tu dois avoir minimum 3 mecs du titre que tu cherches. Donc si c'est une norme de maître, il faut au minimum 3 mètres. Et si c'est une norme de grand maître, il faut au minimum 3 grands maîtres. D'accord. Et il faut en tout 4 ou 5 titrés, je crois, mais on peut compter maître feed. Donc, Avec les nationalités Ouais. qui vont bien. Ouais. Et il faut les nationalités. Et aussi, quelque chose de très important, il faut une moyenne Elo suffisante. Et la moyenne Elo va conditionner le nombre de points qu'il faut pour la norme. Ouais. Donc là, comme la moyenne Elo, elle est environ à 2400, la norme de grand maître, elle est à 7 sur 9. Parce que je crois que la range pour 7 sur 9, c'est entre 23,80 et 24,10 ou un truc comme ça, quoi. Okay. Si elle a été à 24,15, il faudrait 6,5 sur 9, voilà, par exemple. D'accord. Ok. Mais ce qui compte, c'est la moyenne Elo de tes adversaires à toi et pas des moyennes Elo des joueurs. Oui, bien sûr. Ouais, Moi, par exemple, j'ai fait un tournoi à Lyon qui était assez spécial, c'est que tous mes autres adversaires pouvaient faire une norme de grand maître, mais moi non, parce que la moyenne Elo de mes adversaires était juste à 23,79. Ah. Et moi, comme j'avais plus d'Elo, eux, ils avaient plus. Bon, de toute façon, j'aurais pas fait la norme de grand maître dans ce tournoi, mais voilà. Ok. Sauf que ça dépend bien de la moyenne Elo de tes adversaires. Ok, donc on va commencer cette partie. Alors, donc j'arrive pour la partie avec une prépa, évidemment. Cet adversaire, je l'ai analysé plus d'une semaine à l'avance et j'ai vu qu'il fait un répertoire de jeux très classique avec D4 sous 4 quasiment tout le temps. Ok. Donc moi, je joue pas mal de choses sur D4. Donc sur D4, j'ai joué d'abord assez souvent la semi-slave. Alors j'ai commencé par la slave normale quand j'étais plus jeune, mais après j'ai viré assez vite sur la semi-slave. Donc j'ai pas mal de semi-slaves dans la base. J'ai également récemment plutôt joué des Benko. Donc je crois que je dois avoir 2 Benko dans la base. Ou D'accord. 3 Benko dans la base. Peut-être Ouais. un Benko contre Julien Song, contre Glenn Fleer et un contre un maître indien à Riga. Mais que c'est mes parties les plus récentes, donc c'est quelque chose qui peut éventuellement s'attendre. Et récemment, j'ai décidé de travailler une nouvelle ouverture contre D4 que j'ai préparée pour cette partie du coup, c'est la défense Grunfeld. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup j'ai prévu de jouer à la défense Grunfeld, donc je joue cavalier F6 sur D4. Et là il est un peu surpris déjà, donc sa surprise me traduit le fait qu'à mon avis il n'a pas vu les parties les plus récentes, il a vu que les parties sur D4, D5. Ah oui, j'ai oublié aussi de préciser que j'ai eu pas mal de parties récentes sur le Gambit Dame accepté aussi. Oui, voilà. Donc ouais, j'ai pas mal joué ça aussi. Du coup, j'ai pas mal de parties récentes sur D4, D5. Enfin, de manière générale, dans la base, il y a beaucoup de D4, D5. Et quand je joue cavalier F6, déjà, je le vois un peu surpris. Il va prendre un petit temps de réflexion. Donc, il s'attendait pas à ça.
Donc je pense qu'il n'a pas eu accès aux toutes dernières parties que j'ai jouées au courant de l'été, quoi. Parce que Ou c'était. alors c'était pas forcément préparé. C'est vrai que les grands maîtres en tournoi fermé, ils sont pas toujours. Bah, si c'était pas préparé, il n'aurait pas été surpris dans mon Ouais, c'est vrai, KF6, tu vois. d'accord, des Donc je pense qu'ils en fait, ils sont assez sérieux, hein, les grands maîtres en tournoi fermé, ils Pour travaillent. continuer à être payé et pour venir dans ces tournois-là, il faut qu'ils gardent une moyenne elo, enfin un elo qui est quand même suffisant. Donc Ouais. ils doivent pas faire n'importe quoi. Enfin, j'imagine peuvent qu'ils se pas, préparent un minimum pour à minima garder leurs points Ouais. et continuer à être payés et invités dans ces tournois-là. Oui, exactement. Donc déjà, il y a cette mentalité de point Elo, effectivement. Et puis même de manière générale, les grands maîtres, comparé justement, par exemple, au tournoi norme de maîtres que j'ai fait, où les maîtres sont des invités titrés, Mhm. ils ont une hargne en plus, je trouve, qui fait qu'ils jouent beaucoup plus les parties. Il y a beaucoup moins de nuls de salon. Dans ce tournoi, j'étais extrêmement surpris de ne voir quasiment aucune nulle de salon dans les parties. Alors ça a dû arriver deux fois ou trois, mais c'est très rare. Alors que quand on fait un tournoi norme de maîtres, souvent au bout de la première heure de jeu, il y a 2 échiquiers déjà, c'est terminé, quoi. Ouais, ok. Du coup, moi, c'est aussi ce qui me plaît dans ce tournoi-là, c'est que chaque partie, je sais que ça va fight, voilà, donc c'est intéressant. Et qu'ils jouent pas pour faire la nulle, les titrés, ils jouent pour, Ouais, bien sûr. pour jouer la partie. Donc voilà, donc du coup, après D4 KLF6, il est un peu surpris, et vous voyez qu'il va prendre à peu près 1 ou 2 minutes à jouer KLF3. Ce qui me surprend parce que dans la base, il a exclusivement C4. D'accord. Et j'avais prévu de jouer effectivement une grande fille. Ok. Et quand il joue KF3, je me dis, ok, là j'ai plusieurs choix. Soit je joue D5 et je reviens dans un Gambit Dame accepté, que je peux jouer parce que j'ai pas mal joué ça récemment. Mais comme j'ai préparé la Grunfeld pour la partie, ça m'embête un peu d'avoir tout préparé pour rien. Soit je le bluff complet et je lui joue G6, en espérant qu'il fasse comme d'habitude avec C4. Mhm. Pourquoi je dis que c'est un bluff? Parce que si par exemple le mec me fait fou F4, c'est pas du tout les lignes que je joue contre le système de Londres, quoi. Donc, Ah, ok. parce que moi en général contre un système de Londres, je joue plutôt avec donc, par exemple fou F4, je joue plutôt avec D5 et C5, les lignes classiques, Ok, quoi. D'accord. Donc quand je fais G6, bah, je suis en full bluff, hein, je le regarde donc là déjà je prends 1 ou 2 minutes, je le regarde dans les yeux, je suis en full bluff et bah, je suis assez content de voir C4 parce que s'il avait joué fou F4 ou fou G5, je l'aurais eu dans le baba. Voilà. Donc il me joue C4. Alors j'avais quand même des idées de quoi jouer comme ligne. Je sais que sur fou F4 il y a une ligne qui est jouable avec... Alors je connais pas vraiment, mais on peut jouer avec une dame en 8 et préparer E5. Donc je pense que j'aurais joué un truc comme ça. Et je me suis dit, comme il a jamais joué le Londres dans la base, il aura pas trop d'expérience sur le Londres non plus. Ouais, il blufferait aussi. Il blufferait aussi. Donc en fait, cavalier F3, je pense que cet ordre de coup, il est destiné à contrer le Benko. D'accord, ouais. Parce que je me prends une décision, et maintenant sur G6, sur C4, bah, je peux plus faire un Benko. Parce que, enfin, je pourrais faire un Benko, mais c'est pas forcément optimal de faire un Benko quand on a joué G6 tout de suite. D'accord. Je sais pas si c'est jouable d'ailleurs dans cette position. Parce que Jessie, tu vas le faire dans tous les Ça cas. doit être donc, possible aussi d'ailleurs, mais par exemple, alors pour vous montrer, voilà, là typiquement, je serais pas content de jouer un Benko comme ça parce que moi, les Benko que j'ai joué récemment, c'est cette ligne-là, donc D5, celle que j'ai jouée contre Glenfleer d'ailleurs, qui est dans la base, et là avec E6. C'est la manière un peu moderne de jouer le Benko, au lieu de G6. Donc un peu à la manière d'un Blumenfeld, si vous connaissez cette ouverture. Et du coup, si je commence par G6, bah là, j'aurais pas ces lignes avec E6 parce que je vais pas jouer E6 et G6. Voilà. Donc, du coup, bah, peut-être qu'il s'attend à bluffer mon Benko, mais moi je suis très content parce que j'ai préparé pendant 3 ou 4 heures la Grunfeld, donc bah, je joue fou G7. Alors, est-ce que Ben, tu sais pourquoi la Grunfeld, on joue pas D5 tout de suite ici, dans cet ordre de coup? Ça, c'est très important pour le viewer, pour un peu comprendre les ouvertures. Non, alors l'idée de la Grunfeld, c'est de venir ensuite contre-attaquer le centre. Ouais, tout à fait. Avec D5 et C5, je crois. Alors, je me Alors, souviens bah, pas, en je général, pas trop, quand tu fais D5, il y a un échange. Ouais. Et après, effectivement, les blancs veulent jouer E4. les 4, et toi tu vas jouer C5 pour Voilà. pour taper un peu. Mais en fait, sur prise, E4, c'est quoi le problème? Bah, il attaque mon cavalier, mais c'est qu'est-ce qu'on ferait normalement dans une Bradfeld? Alors moi je connais pas trop, mais Ah, ok. Bah, je peux demander à Gab, hein, sinon. Tu peux, mais est-ce que j'ai envie de te répondre? C'est pas sûr. Bah, tu vas me répondre. Bah, je vais te répondre. Bah, normalement, le cavalier blanc est en C3, pas en F3, et du coup, on ferait cavalier prend C3. Ah, ok, Voilà, Ensuite, on d'accord. viendrait ok. jouer avec C5. Tu perds pas de temps. Donc en fait, dans cette position, s'il commence par C4, G6, C3, là on joue tout de suite D5 si on a un joueur de Grunfeld. Pourquoi on joue D5 maintenant d'ailleurs? Parce que si on joue full G7 maintenant, comme le cavalier en C3 contrôle la case de 4,
là E4, Ouais, et on bien peut sûr. dire adieu à notre Grunfeld. On est obligé de faire Une une Est indienne. une Est indienne. Ouais. Ok. C'est très bien. Donc c'est ce qui est très bien, mais c'est une ouverture complètement différente. Et donc du coup, sur prise E4, on peut jouer avec cavalier prend C3. Ah, et si on n'a pas cavalier prend C3, on n'a pas de bonne case pour le cavalier alors. Déjà, on n'a Enfin, pas de bonne case, on perd un temps, et en plus, on a envie de forcer cette structure pour, comme tu dis, attaquer le centre. Ça, Ok. c'est exactement les enjeux de la Grunfeld. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Ah, je connais pas bien moi ces structures-là. Mais du coup, c'est pour ça que dans cette position, quand je joue cavalier F3, je peux pas jouer D5 tout de suite. D'accord. Parce qu'il va faire prise et E4. Ok. Donc je joue fou G7, cavalier C3, et maintenant, je peux jouer D5. Ok. Alors, dans la base, il a joué pas mal de lignes différentes sur la Grunfeld, mais récemment, j'ai vu qu'il avait joué plusieurs fois une ligne assez rare, avec E3, et je suis assez confiant sur le fait qu'il va me la refaire, parce que la dernière partie qu'il a dans la base, il a battu un grand maître à plus de 25-50 avec cette ligne. Ok. Donc comme il est en confiance sur cette ligne, il n'a pas vraiment de raison de changer. Et du coup, je prépare en détail cette ligne, vous allez voir, donc cette ligne avec E3. Déjà, il est un peu plus modeste, on va dire, au niveau de son centre, hein, c'est-à-dire qu'il ne veut pas tout de suite commit le pion avec prise et E4. Ouais. Et il veut plutôt prendre et développer le fou pour attaquer mon cavalier. C'est ça l'idée de la ligne. Mais c'est une ligne assez rare déjà, hein. C'est clairement pas du tout le coup le plus joué dans la position. Alors, il y a plein de manières de jouer. Soit on joue une Grunfeld normale, soit on peut jouer avec la dame en B3. On peut aussi faire des systèmes avec un fou en F4 ou un fou en G5. Bon, il y a énormément de lignes sur la Grunfeld. Ok. C'est quasiment aussi riche que la Najdorf, mais contre D4 quoi. Mais il décide de me jouer E3, mais bon, évidemment, je m'attends à cette ligne parce que c'est une des lignes les plus récentes qu'il m'a joué. Et du coup, je vais roquer. Sur la prise, je prends du cavalier, bien évidemment. Et là, il me fait fou C4. Et ici, ce que j'avais prévu, c'est le coup cavalier B6. Donc moi, comme je l'ai dit à la vidéo d'avant, le Road to GM d'avant, je suis arrivé à ce tournoi vraiment avec des idées offensives, y compris avec les noirs. J'ai besoin de scorer. Donc j'évite la ligne, on va dire, plus égalisante avec cavalier prend C3, qui est tout à fait jouable, hein, mais qui, je trouve, donne moins de jeu pour les noirs, parce qu'il y a moins de pièces déjà. Et comme le pion en E3 et pas en E4, le centre des blancs est plus stable. Donc Ouais. j'ai beaucoup plus de mal à l'attaquer. Donc il a moins d'espace au centre, certes, mais par contre, ce centre en D4 est beaucoup plus stable. Ça fait un peu penser à un centre de semi-slave, E6, Ouais. D4. C'est ça. Puis là, il va toucher à rien en plus. Il va toucher à rien. A priori, il va toucher à rien. Enfin, en tout cas, E4, il va pas le jouer de sitôt, quoi. Donc du Ouais. coup, ça m'embête un peu de jouer cette ligne et je décide de jouer la ligne KB6 qui garde un peu plus de tension. Fou B3, et maintenant c'est ça. Donc l'idée, c'est de changer la structure de pion, donc échanger le pion de l'aile contre le pion du centre. Alors c'est toujours un enjeu clé dans ces positions de faire cette rupture-là, parce que déjà votre adversaire a l'avantage au centre. Il a 2 contre 1. Donc du coup, vous essayez de rétablir cette vérité au centre en donnant le pion C contre le pion D. Ouais, bien sûr. Il y a d'autres ouvertures, je ne sais pas si vous voyez m'en citer, où on fait régulièrement ça. On donne le pion de l'aile contre le pion du centre. Je commencerai par la sicilienne, c'est pas mal. Par exemple, la sicilienne, voilà. Vraiment l'exemple c'est- l'exemple de base. Hein. L'exemple de Pas- base, pas forcé. la sicilienne ouverte en tout cas, c'est ce qui se passe, c'est que souvent vous donnez le pion de l'aile contre le pion de centre, donc c'est cette fois les noirs qui ont une majorité ici. Alors là déjà les blancs ont déjà la majorité parce que pour le coup on a donné le pion du centre contre le pion de l'aile au début, mais on veut rétablir cet équilibre au centre avec ces 5. Donc sa partie jusque-là était toujours continue comme ça. Et dans cette partie, après Petit Rock, son adversaire avait joué C prend D4, qui est le coup largement principal de la base, plus de 80% des parties. Et après E prend, il y avait eu, je crois, fou G4, ou KC6, et fou E3. Peut-être qu'il a commencé par KC6, et il a joué avec fou E3. Ok. Et du coup, je prépare une ligne assez intéressante ici, c'est de jouer tout de suite fou G4. Donc là, je vois que ça le surprend clairement. Donc jusque-là, il jouait encore assez vite. Il prenait son temps, mais je voyais qu'il était dans ses schémas. Mais après fou G4, il va passer pas mal de temps. Parce que je mange pas tout de suite dans D4, et du coup, il n'a pas l'option de consolider son centre avec fou E3. Donc là, déjà, je pose une grosse question à son centre, en mode, qu'est-ce que tu veux faire ici? Alors évidemment, l'inconvénient, entre guillemets, de ce coup, c'est que je l'autorise de prendre en C5. Mais ce pion en C5 va être perdu, plus ou moins rapidement. Et du coup, je rétablis la force, l'égalité au centre, et je vais également activer mon fou. Donc cette ligne, elle est assez égalisante déjà pour les noirs, hein. Clairement, j'ai pas de problème. Après, le fou il reste en C1 pour l'instant, ça a l'air pas si mal pour les noirs. Ouais, ce fou-là est assez faible et on joue souvent sur ça. Alors, en général, les blancs vont avoir la paire de fous dans Ouais, cette je me dis position. que là, il va y avoir H3 qui Il va y avoir H3, exactement. Mais on peut jouer sur ce fou-là. D'ailleurs, ça va être un peu le thème de la partie. Donc là, clairement, il doit réagir à l'attaque au centre parce que je me lasse de juste manger et gagner le pion D4. Je peux aussi renforcer avec C6. Donc il prend en C5. Je joue KD7. Et ici, il y a pas mal de lignes possibles. Donc là, il me joue H3. C'était un des coups que j'avais regardé. Donc là, vous voyez, voilà, pourquoi je dis que là, il est plus dans sa prépa.
1h23 et après D prend C5, il a plus que 1h05. Donc il passe quasiment une vingtaine de minutes sur cette décision parce que justement, c'est pas le coup usuel, c'est prendre D4 et du coup, il essaie de comprendre les différences. Et les grands maîtres sont assez forts pour ça, c'est-à-dire que quand ils connaissent pas, ils vont se poser la question de pourquoi ils connaissent pas. Donc là, quel est l'inconvénient du fou G4? C'est effectivement de prendre un C5 et c'est le coup principal, le coup de principe on va dire, et c'est ce qui va me jouer. Donc après KD7, j'ai regardé pas mal de lignes, donc cette position je l'ai préparée plus d'une heure à l'avance dans la journée, parce que comme je vous l'ai dit, on joue à 20h, donc dans l'après-midi j'avais clairement regardé en détail cette position, et du coup je vais gagner pas mal de temps à la pendule grâce à ça, et j'ai encore 1h30. Et donc il y a pas mal de coups possibles. Alors j'avais regardé notamment le coup cavalier A4 s'il veut s'accrocher. Mais en fait après le coup dame C7, globalement il ne s'accroche pas longtemps. Alors il peut jouer comme ça, H3, fou prend, dame prend, avec l'idée que regardez, le pion B7 est en l'air. Donc si je prends, je perds le pion B7. Et là je suis pas bien. Ouais. Mais on peut jouer juste cavalier A6. C'est ce que j'ai vu dans cette position. Il y a pas mal de parties de haut niveau, notamment une partie d'MVL avec les noirs, où on va récupérer tranquillement le pion. Les blancs ont toujours la paire de fous, mais ce fou-là est très fort, ce fou-là n'est pas encore très actif, donc globalement la position s'équilibre. Est-ce qu'on peut rendre le plan avec C6 là pour Alors on peut, effectivement, c'est une idée positionnelle intéressante, que j'avais regardée aussi. On prend de la dame prend, pion prend, mais le problème c'est qu'il y a toujours ces problèmes dynamiques ici. Donc là par exemple le prochain coup ça va probablement être cavalier C5, échanger une paire de cavaliers, le fou va devoir rebouger, et une fois que le fou bouge, taper sur la colonne B avec une tour en B8. J'avais d'ailleurs regardé, alors je me rappelle plus des détails maintenant, mais je sais que cette position-là, je l'avais regardé en détail, la finale, les plans dans la finale, ce que je pouvais faire. Donc voilà, c'était une option pour les blancs, mais il décide de me faire H3, qui est l'autre coup logique. Donc il me prend tout de suite la paire de fou, parce que j'ai pas vraiment de bonne case pour le fou. Si je vais ici, clairement, il va peut-être pouvoir me chasser, et j'ai pas envie de doubler les pions ici. Et je peux pas non plus reculer, parce que quand vous avez un fou en fianchetto, ce serait assez tragique de faire ça. Il n'y a pas de repli. Donc je prends. Mais maintenant, l'avantage, c'est que je peux juste récupérer en C5 et défendre mon pion B7. Ouais. Alors notez que dans cette position, il y a quand même une partie Carlsen-Giry 2020, donc c'est encore une position assez principale. Mais ça se voyait que mon adversaire n'était pas vraiment au courant de la théorie ici et juste jouait des coups. Donc il me joue tour D1, alors là j'avais vu qu'il fallait faire dame C8, j'étais encore dans mes plans. Quand c'est comme ça, tu vas pas le bluffer en attendant un petit peu, là tu joues tout tempo parce que t'as bossé quoi. Ouais, exactement. Ouais, alors ça sert à rien de commencer à bluff et de dire... il y a deux écoles. Alors l'école du bluff, ça peut être intéressant si vraiment c'est tu essaies de tendre un piège théorique, Ouais. c'est-à-dire il y a une position très critique, et là il y a un coup qui a l'air très tentant pour l'adversaire, et tu réfléchis un peu en mode tu l'as raté, tu vois. Ouais. Alors que si tu joues tout tempo, le mec va se douter qu'il peut y avoir un truc. Là, dans cette position, concrètement, c'est juste une position assez statique, où il faut connaître un peu les plans. Tu as la paire de fous contre une bonne activité à la dame, et donc tu n'as pas vraiment de raison de bluffer, je pense, si tu sais quoi faire. Ok, ouais. Voilà. Mais c'est toujours... alors, il y a deux écoles. Moi, je suis vraiment de l'école de jouer vite, parce qu'en général, ça met la pression à ton adversaire. Tu montres à ton adversaire que tu es préparé, tu connais, et du coup, on va dire, je connais pas le mot en français, mais il overthink un peu. Le fait à quel point tu es préparé, comment il doit jouer pour essayer d'esquiver ta prépa, etc. Il est d'autant plus prudent quoi. Voilà. Il y a aussi, voilà, comme c'est tellement de nos jours psychologiquement important, les préparations, et ben souvent les adversaires se disent mais qu'est-ce que je devais devoir jouer pour qu'il sorte de sa préparation. Donc parfois ils préfèrent jouer un coup douteux que le coup principal juste pour que ce soit pas dans la préparation. Et donc du coup c'est intéressant de mettre la pression comme ça. Donc je joue dame C8. Et là, il décide de me jouer fou C2. Alors, j'avais vu plusieurs coups. Je sais que KD5 était possible aussi. Et KC6, c'est par exemple E4. Ça, c'est une ligne que j'avais regardée en détail. Parce que c'était la fameuse partie Carlsen-Giry. Mais il décide de me jouer tout de suite fou C2. Garder le fou. Donc, du coup, là, je suis plus trop dans ma prépa. Je vais prendre 5 minutes pour jouer KC6. Mais j'ai pas de raison de, a priori, pas jouer ce coup. J'essaie juste de comprendre les différences. Je joue KC6. Et il me joue fou D2. Donc voilà, donc là clairement, je pense qu'on peut faire un arrêt sur rematch, c'est assez intéressant comme position. Donc essayons de faire un arrêt déjà sur les déséquilibres. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de cette position au niveau des déséquilibres? Et après on parlera des... L'important c'est les équilibres matériels. Ouais. Je pense, paire de fou et cavalier contre paire de cavalier et le fou. Ouais. Après il y a aussi l'activité des pièces.
Les pièces noires semblent pour l'instant être plus actives, Ouais. mais elles sont pas non plus forcément placées sur les cases optimales, quoi. Il y a un gros bouchon sur la colonne C, Ouais. avec une tour qui va arriver assez rapidement, ça peut être problématique. Bah, c'est clairement ce qu'il veut faire avec Mais, les deux. mais bon, après, tu as quand même une belle case en E5 pour un cavalier, pourquoi pas. Ouais. La dame qui a quand même encore un peu de mobilité, hein, c'est pas non plus. Elle peut avoir raison de venir sur la case de 6, ouais. Moi aussi, et puis après on met une tour en D8 et ça a l'air assez solide quand même. Ouais. Et souffrant G7 qui reste monstrueux. Hein. Le fameux fou du dragon, Tout à fait. n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être? Là, il y a Non, un non, ange. bah après, on voit que du coup les noirs sont prioritaires sur case noire. Parce Oui. qu'ils ont trois pièces mineures qui peuvent taper les cases noires. Ça, c'est vrai, donc oui, bien dit, effectivement. Contre seulement 2. Après sinon, non, bah, moi, la dame en C8, effectivement, me met un peu mal à l'aise. Ouais. Parce que je sais pas trop la mettre, en fait. Dans le sens où, en fait, sur toutes les cases de la diagonale blanche, j'ai l'impression qu'elle se fera chasser par le fou de case blanche. Alors, elle peut J'aimerais bien effectivement toucher. vite lier les tours, parce que c'est un petit avantage que les blancs ont déjà. Même si, effectivement, il y a aussi... Nous, s'il y a un bouchon colonne C, il y a un petit bouchon sur la deuxième, nous, Ouais. là, chez les blancs. Et sinon, voilà, hein, je pense que Gabriel a bien résumé sinon la situation. Alors là, il manque quand même un élément d'analyse très important. Donc là, il y a une structure symétrique. Et là, Ouais. du coup, il y a un enjeu extrêmement important de la position. Quand même. Quel est-il? Mais il y a Tu m'en bouches un coin. des colonnes ouvertes. Ah, le Donc- retour des donc, colonnes ouvertes, important. de On est sur contrôler. 2 colonnes ouvertes. Alors là, il y a 2 colonnes ouvertes, donc ça veut dire que les colonnes ouvertes ont moins d'importance d'un point de vue singulier, c'est-à-dire une colonne ouverte va être moins importante sur le cours du jeu, mais ces 2 colonnes vont quand même avoir un intérêt crucial. Donc cette colonne D et cette colonne C qui, comme vous l'avez dit, même si elle est ouverte, elle est quand même vachement embouteillée par Ouais. des pièces. Ouais, c'est vrai. Voilà. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que là, la structure est symétrique, mais pas totalement, parce qu'on a un pion E7 contre un pion E3. Et quand il y a un pion E7 contre un pion E3, ça veut dire que si le pion avancé, il a affaibli une case de plus. Tout à fait. Donc la case D3 est faible, à contrario de la case D6 qui ne l'est pas. Donc là, déjà, on peut imaginer dans ces positions des coups comme cavalier B4 pour prendre cette case D3, en fait, parce que cette case D3 peut être pas mal pour un cavalier pour le forcer à redonner sa paire de fous. Ok. Et du coup à mettre pression supplémentaire sur les cases noires. Si un cavalier en D3, il va mettre pression sur les cases noires. Donc je pense que ça, voilà, ce cavalier enfin cette case D3 peut être un enjeu intéressant. Donc bon, je joue tour D8, ce qui est assez logique. Il joue fou E1. Alors ça, c'est très classique, hein, de replacer le fou ici quand votre fou est un peu bloqué par la structure de pion. Vous notez qu'il ne peut pas vraiment jouer E4 pour libérer le fou parce que cette case D4 serait trop problématique pour lui, en fait. C'est pour ça qu'il ne veut pas Ouais, jouer bien E4. À chaque fois, comme on le dit, dès qu'un pion avance, il va libérer des cases. Donc déjà que la case D3 est faible, il n'a pas envie non plus d'affaiblir la case D4. Donc il joue avec fou 1 et il conteste cette colonne D. Et maintenant, je vais jouer le coup dame E6 pour, comme tu disais, lier les taux. Alors, notez que cavalier B4 tout de suite, c'était pas exactement possible parce qu'il y avait donc prise, tour D1. Mhm. Et là, il avait un coup, mais je sais plus lequel. Parce que déjà, il y a des vis-à-vis ici. Donc, je crois qu'il y avait des cavaliers E4. Mais sinon, ouais, peut-être qu'une fois qu'il a fait ça, il peut jouer fou B1 et Ouais, il a Neymar, contrôle deux bon, fois la il- case. Ouais, c'était de ça. fou, hein. C'était ça le truc. Donc du coup, je peux pas jouer cavalier B4. Donc j'essaie de lier les tours, comme ça s'il prend en D8, je reprends en D8. Et alors, il peut essayer de tout échanger, par exemple en jouant prise, tour D1. Mais là, pour le coup, je vais être assez content, parce que comme j'échange une deuxième fois, dame prend. Alors, est-ce que j'échange tout de suite d'ailleurs? Est-ce que je peux jouer cavalier B4? Là, il aura dame D8 quand même, ça va être un peu pénible. Peut-être pas si facile pour moi ça. Qu'est-ce que j'aurais fait sur prise, tour D1? Ah oui, non, si je me rappelle ce que j'ai prévu. J'avais prévu de faire dame C8 ici. De revenir pour protéger la tour. Et au prochain coup, je vais faire cavalier B4 pour utiliser ces cases. Et j'ai éventuellement aussi, comme tu l'avais dit, cavalier E5. Ou c'était toi qui l'avais dit? Je sais plus. C'était Gabriel. C'était Gabriel. Donc du coup, voilà, pour viser cette case de 3. Ouais. Parce que du coup, j'allais dire, il est à temps pour jouer à 3, mais du coup, il y a cavalier 5 qui arrive. C'est ça. C'est que j'ai les deux options pour contrôler cette case. Du coup, bon, cette position était assez intéressante pour moi, je pense. Donc là, il décide de jouer dame E2. Donc il joue très solide, hein, mon adversaire. Il prend pas mal de temps aussi. Il a déjà utilisé la moitié de son temps. Il a plus 43 minutes. Et bon, il contrôle les cases. Là, clairement, il veut récupérer la case D3. Mais du coup, bah, il me laisse l'option de faire cavalier B4 et d'aller contester ce fou. Donc là, concrètement, je pense que je vais récupérer la paire de fous parce que si je joue fou B1, je peux déjà choper la case D3. Je pense. Et là, déjà, il a un problème parce que j'attaque là et là.
Donc il peut pas m'empêcher de récupérer, on va dire. Attends, mais Ah non, pardon. il Il y a 3 fois. fois. Qu'est-ce que je raconte? Donc fou B1, qu'est-ce que je voulais jouer déjà? Non, mais déjà, on est peut-être quand on sert juste tour prendre D1, il a plus les tours qui sont liés. Donc, Ouais, c'est vrai, tu peux juste faire tour prendre. Mais après, bon, tu peux pas refaire tour D8 derrière. non, quoi. bien sûr. Mais... Ah non, mais peut-être qu'on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, prise et genre dame. Enfin, un coup qui protège la case, genre dame B6. B6, hein. Ouais, dame B6. Ça doit être une option. A3, tour D8. Et après, je vais là. Ouais, mais bon. Ouais, là, je pense que c'est pas mal. Donc, ouais, donc là, pour moi, on peut pas mettre le calé en D3, mais effectivement, le fait de mettre le fou en B1, il délie ses tours. Et donc, en fait, typiquement, il préfère d'abord échanger, avoir la tour là, et après mettre le fou en B1. Comme ça, il bloquera pas la tour. Donc là, il bloquerait la tour. Donc, du coup, après KB 4, je regarde la paire de fous, je suis assez content, parce qu'en plus, je vais affaiblir ces cases blanches. Donc, je prends en C2. Alors là, il faut quand même un peu calculer. Donc là, il m'attaque là, hein, clairement, donc je dois réagir tout de suite. J'ai pas le temps de jouer un coup comme par exemple tour C8, parce qu'il m'attaque le cavalier. Et évidemment, il faut quand même calculer cette ligne-là, qui est C7. Coup forcé, attaque les deux tours. Ouais. Mais ici, j'avais le coup assez bon, je pense, juste dame C8. Et donc en fait, s'il fait dame prend C2, maintenant dame prend C7, j'ai gagné tout simplement une pièce. Et s'il prend A8, le cavalier reste enfermé grâce au fait que j'ai la dame en C8, et du coup, je peux prendre un 1 et récupérer le cavalier derrière. Donc j'aurai toujours une pièce de plus. Donc c'est une ligne que je calcule, mais bon, c'est pas... voilà. En une minute, je vois que c'est pas possible. Donc il me fait dame prend C2. Et maintenant, la dame repart sur B6. Alors ça, c'est un coup important. Donc elle va attaquer le cavalier. On va préparer éventuellement la dame à la tour à venir sur C8. Et on va mettre pression sur ce pion B2, parce que si le cavalier va sur une case où le pion B2 n'est pas protégé, on va pouvoir gagner le pion B2. Donc, il me joue à 4. Alors, je pensais dans la partie qu'A4 était une erreur positionnelle. Alors, il va s'avérer que c'était pas si grave que ça pour lui, mais pour moi, A4, c'est un peu affaiblissant sur la case B3. Donc, je me dis, bon là, clairement, j'ai rétabli l'équilibre matériel au niveau des pièces. J'ai un fou qui est meilleur que le sien, pour l'instant. Donc là, un de ses plans, je pense que c'est d'essayer d'échanger sous pour relâcher la pression. Et mon cavalier est un peu plus actif que le sien parce que je vais chasser. Et donc cette case B3 me semblait très, très intéressante. Donc je suis un peu surpris du coup à 4. Je pensais qu'il allait jouer tout de suite KSC3. Et bon, là je suis un peu mieux, mais rien d'extravagant quoi dans cette position. C'est très symétrique quand même. Et bon, globalement, il est très solide. Il peut échanger 2 fois et je pense qu'il va faire nul sans trop de problème. Mais là, il me joue à 4 et je me commence à espérer d'avoir un avantage. Donc je joue à 6, KSC3 et je vais tout de suite appuyer sur cette case avec Dame B3. Donc j'essaie de jouer une finale où le cavalier va être ancré sur cette case forte, parce qu'en B3, ce cavalier a l'intérêt de contrôler la case C1 et donc de m'aider à contrôler la colonne C en fait. Okay. Donc c'est une des manières, ça sert à retenir, mais c'est une des manières de contester une colonne, enfin de gagner le contrôle d'une colonne plutôt, c'est contrôler la case de votre adversaire où il peut mettre ses tours. Ouais. Donc là, clairement, je peux essayer de jouer sur la colonne C. Donc il est obligé de prendre. En fait, ta case forte là, c'est une case blanche, donc il peut te chasser. Là, ouais, il peut me chasser. Je sais pas, tour A3. Il peut faire tour A3, effectivement. Mais déjà, voilà, s'il faut tour A3, il vient pion C1. C'est ce qui se passe dans la partie. Mais oui, effectivement, c'est ça l'idée. Donc, il aurait pu faire tour B1 aussi, mais là, du coup, j'aurais joué par exemple un coup comme tour C8, j'aurais été assez solide déjà. Alors, s'il échange tout, s'il fait genre tour prend, tour D1, là, j'avais pris un truc assez fort, je me rappelle. Tour prend et cavalier C5. Non Exactement, c'est ça que j'avais prévu. KSC5, attaque le pion A4. Si je joue A5, il refixe un pion sur noir et c'est une faiblesse qui va être quasiment perdue tout de suite parce que en jouant cavalier B3, j'empêche de lier les pions et je vais faire ça. Je pense que là, après, ça va être gagné. Dès qu'il met le cavalier au milieu, je peux juste manger éventuellement et revenir en C6. Donc là, il peut pas rentrer dans cette finale en fait. Et s'il joue KSC3, juste j'échange. Hein. Là, c'est complètement gagnant pour les noirs, je pense. C'est déjà terminé cette position. Un pion plus net. Donc voilà. Donc du coup, il peut pas jouer comme ça et du coup, il décide de jouer tour A3 pour chasser ce cavalier qui est fort. Je reviens en C5. Il centralise son roi et je vais jouer tour AC8. Alors, à chaque coup, là, dans cette position, il fallait que je calcule l'option pour lui de faire cavalier D5 avec l'idée d'attaquer le pion, mais ça m'avait pas l'air à chaque fois très fort parce que globalement, il y a le pion B2 en prise, et même s'il fait cavalier prend E7, j'aurai roi F8, et toujours je rattaquerai le cavalier. Ouais. Mais après tour C8, il me fait roi E2. Et là, je fais E6, donc je renforce la case D5, et je me prépare éventuellement à avoir des idées
du fou qui se transfère sur cette diagonale. Et bon, la position est... Je sens que la position est égale, mais ok, on a 13 contre 19 minutes et j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu plus agréable pour moi. Donc j'ai pas de T'as raison. des coups assez faciles et puis les pièces blanches sont un peu bizarrement placées. Quoi. Le Ouais. fou 1 reste très passif, la tour 1-3 est un peu bizarre. Donc oui, il y a de quoi espérer quand même. Ouais, mais en fait, même si c'est passif, c'est très solide pour lui, Oui, j'ai non, bien sûr, l'impression. il n'a pas de vraie faiblesse. Il n'a pas de faiblesse et tout se défend bien entre Ouais. lui. Donc c'est assez dur de progresser. Là, il me fait B4, qui je pensais dans la partie était une erreur, mais on va voir qu'il avait imaginé une défense assez solide. C'est qu'après B4, donc en fait, c'est un des intérêts d'avoir mis la tour en A3, hein, c'est qu'il renforce Ouais. cette case. Mais j'avais prévu ce coup-là et je me suis dit, bah, je prends en D1. Il est obligé de faire roi prend parce que. Il est obligé de faire cavalier prend, pardon, parce que sur roi prend, je fais cavalier D3. Là, c'est une catastrophe pour lui. Je me laisse de gagner la pièce en prenant là, puis là. Et je me laisse de gagner le pion B4. Et je me laisse aussi le pion F2. Donc, Ça fait beaucoup. là, c'est terminé déjà. C'est les noirs gagnent, je pense. Mais cavalier prend D1, je l'avais vu. Et du coup, cavalier E4. Et je me suis dit, bah, il me laisse du coup le tempo pour cette case. Et je veux derrière rentrer à la tour. Et là, je me dis, mais c'est déjà très très dangereux pour lui. Il peut plus récupérer la case C3. Donc, j'ai le contrôle de la colonne ouverte. Et comment il va parer me menace. Et en fait, il a imaginé une défense assez intéressante ici, c'est qu'il peut jouer F3. Il est juste atteint pour le F3. Il peut jouer F3. Mais j'ai calculé cette position. Je me dis F3, bon, bah, soit je recule, mais si je recule, il peut éventuellement reprendre la colonne et je pense que j'ai pas grand chose. Soit je fais tour C2 échec, ce que j'ai imaginé. Et après, roi D3, attaque les deux pièces, je joue tour C1. Voilà, donc j'imagine cette position et je me dis, ok, il peut prendre. Mais je prends, j'attaque le fou, et surtout, il est quasi dans un réseau de maths, en fait, ce roi. Ouais. J'étais très sceptique sur cette position pour les blancs, parce que je me suis dit, il faut qu'il perde un temps à défendre son fou, il faut qu'il arrive à pas se faire mater derrière. Donc déjà, ça avait l'air dur de faire les deux, quoi. Donc je pense qu'effectivement, cette position est très mauvaise pour les blancs. Mais en fait, j'ai sous-estimé le fait qu'il peut juste prendre du pion. Concrètement, il affaiblit nettement sa structure. Ça a l'air dégueulasse, mais. Ouais, ça a l'air dégueulasse, mais c'est exactement ce que je me dis pendant la partie. C'est que ça a l'air dégueulasse, tu vois, ce truc-là. Mais en fait, concrètement, il a toujours pas il a pas vraiment de faiblesse. Alors, il me laisse un avant-poste pour le fou, mais il attaquera rien ici. Et surtout, comme il y a les deux colonnes ouvertes, ça on en a parlé déjà, le fait de contrôler une seule a moins d'impact parce qu'il peut choper la deuxième. Ouais. Donc c'est ce qu'il va faire. En fait, il va essayer d'après de rentrer sur la colonne D et lui-même va s'activer. De toute façon, tu dois récupérer une pièce là. Donc là, je dois récupérer la pièce, évidemment, il fait roi E2, et voilà, là il est solide, il défend le fou, il défend ses faiblesses, et du coup, j'ai pas vraiment de manière de passer. Voilà, donc si je mets par exemple la tour derrière le pion, comme le fou est défendu, il peut rentrer là, il faut déjà maintenant que je fasse moi-même gaffe à ma dernière rangée, il faut que je fasse gaffe aussi à ça, celui de prise. Ouais. Donc en fait, c'est lui qui va être plus actif, limite, malheureusement, dans cette position. Donc je décide de garder la tour sur la colonne D. Mon espoir, c'est quoi? Mon espoir, c'est qu'il va y jouer tour D3, que je puisse presser cette finale de fou. Alors là, c'est très instructif. Essayons de trouver qu'est-ce que vous feriez pour essayer de presser cette finale. Qui doit quand même être égale, hein, mais là, il y a un coup crucial. Ouais, je fais B5 moi. Ouais, il faut faire B5. Parce qu'il faut fixer le pion sur noir là. Il faut fixer le pion sur noir et surtout, il faut l'empêcher. Les blancs de jouer B5, B5, et le noir de rentrer, le roi blanc pardon, de rentrer Ouais. en C4. Voilà, aussi, ça c'est. Voilà. Ah si le oui, roi ça, rentre, c'est vrai, tu vas avoir t'as des raison. problèmes. Alors qu'en jouant B5, le fou plus le pion contrôle toutes les cases. Donc c'est clairement ce que j'espère, parce que cette position, je pense que je peux largement la presser en fait. Ce pion-là est fixé, il a les pions doublés. Toutes les finales de roi, ça j'avais calculé, perdent, plus ou moins pour lui, j'avais l'impression. Elles perdent ou pas déjà? Si t'es obligé de jouer à 5 pour l'empêcher de passer. Je suis obligé de faire E5, ouais, parce qu'il est obligé, il veut faire ça. Mm. Et il me semblait que ça perdait ça, parce que, donc par exemple, voyons voir. Bon, il attend, on va dire, je pense pas qu'il va faire grand chose. Si je joue F5 au bon moment, après je vais gagner la case D5. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Là, je dois pouvoir le zug pour le forcer à prendre à un moment donné. Donc, je veux juste des coups d'attente. Donc, à un moment donné, il va être obligé de prendre. Et là, après, avec le roi qui arrive en D5, ça doit gagner ça. Ouais, Ah, il parce skip que pas tu jouer- fais roi C3, s'il fait roi C3, tu fais roi D5, et quand il revient, Tu peux jouer G4, non? Maintenant ou après? Ah, déjà, je pensais avant, mais peut-être maintenant. Genre ici? Ouais, pour empêcher F5, peut-être, je sais pas. Est-ce que ça Ah non, mais l'empêche attends, vraiment? non, mais maintenant, c'est. Maintenant, parce que lui non plus, il peut pas passer. En fait, peut-être t'as roi F6, roi G5 là aussi. C'est calcul. Oui. Oui, là, tu me laisses de rentrer là, Ah, donc oui, il doit faire H4. Ouais. Et. Ouais,
Mais là, non, voilà, typiquement, je gagne parce que je me crée un pion passé. Je fais H5. Attends, je fais H5. Non, Il peut tu fais prendre. G5, non? G5, il fait H5. Il y a H5, je fais G5. Ah, putain. Parce qu'en fait, moi, je visais cette pose. S'il fait G5, ça, je sais que ça gagne. Alors, Parce que je fais F6. Tu fais rien. Tu fais rien. Si je fais rien, il fait rien. Tu fais rien. Ne faisons rien. Si je fais rien, il fait rien. Tu vas prendre un T là. Ah oui, mais H5 pion prend en fait. Oui, mais il fait pion prend. Ça gagne. Mais là, il fait pion prend et je pense que j'ai pas de. Enfin, je vais devoir dédoubler mes pions. Donc, roi D2, roi D3. Mais là, ça gagne quand même, ça en fait. Il faut que. Non, ça doit gagner, juste, cette position. Ouais, parce que là, tu peux faire roi F6, roi F6. Et alors que lui, il peut pas- pourquoi Ouais. ça gagnait si tu poussais le pion? Si tu prenais pas en H5? Si tu faisais G5, parce que regarde, si tu fais G5, roi E6. Ah, c'est toi qui vas pousser F6. Tu vas faire ok, F6, ouais, ok, tu vas te créer un pion. Parce qu'en fait, lui, il a deux E contre 1. ok. Donc, virtuellement, tu as un pion plus. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, j'avais pas vu que, effectivement, ouais, tu vas donc- prendre s'il fait rien et tu pousses le pion H. Ouais, t'as le pion. Et Ah, du mais coup, d'ailleurs, tiens, peut-être qu'il peut faire une forteresse comme ça. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est pas encore. Il attend, t'as raison, c'est une bonne. Peut-être que concrètement, même malgré le pion plus Ah, passé ouais. éloigné, peut-être c'est encore Ouais, mieux. ok, d'accord. Donc c'est complexe, hein, les finales de c'est pion, là, ouais. comme vous voyez, le jugement est pas évident. Bon, après, on est allé un peu loin, mais ouais. Non, mais disons que dans la partie, bon, j'ai pas le temps de tout calculer, mais je sens que j'ai des chances de presser ces finales de pion. Pratique en tout cas. Ouais, chances pratiques. Et donc c'est finale de fou, parce que, en fait, quand vous avez une chance de presser la finale de pion, ça veut dire que la finale de fou, il peut pas la jouer de n'importe quelle manière, il peut pas échanger. Et là, comme j'ai le meilleur fou, bah, il aimerait bien échanger concrètement. Ouais. Donc du coup, alors sur fou C3, je peux aussi jouer E5 hein, et essayer de jouer derrière pour F5, etc. et presser un peu comme ça. Mais ok, donc du coup c'est ça mon idée, je me dis bah ok, il fait tour D3, je prends, il fait B5 et bon, je suis pas mal. Sauf que là j'aurai un coup de très fort, c'est qu'en fait bah, il joue B5 tout de suite. Je suis pas obligé de rentrer dans la finale de tour. Et là je me dis bah ça commence quand même à déjà être un problème pour moi cette position. Il faut que je sois précis parce que il va rentrer. Ouais, c'est encore lui qui va activer sa tour en premier en fait. Il va activer sa tour. Donc soit il va faire maintenant cette finale avec tour D3 et je me dis bon ok s'il fait tour D3 bah, j'ai aucune chance de gain, là, c'est terminé. Soit bah, il peut essayer d'activer sa tour en jouant prise tour B3. Donc il a des idées clairement. Donc là, c'est peut-être le moment de fermer la position quoi. D'essayer de fermer et de faire nul. Donc je me dis bon je vais jouer solide. En plus vous voyez qu'on a très peu de temps tous les deux, il y a 4 minutes contre 7. Donc je vais jouer fou F8, il va jouer tour C3, il va rentrer, c'est bien joué. Je vais prendre une fois en B5. Alors là il réfléchit pas mal parce que en fait je pense qu'il calculait cette ligne là. Avec tour C8, il menace de faire ça. Mais j'avais prévu de jouer F5 je crois. Non, qu'est-ce que j'ai prévu? Non, j'avais prévu roi G7, pardon. Roi G7, fou C3, c'est la ligne qui va le calculer. F6, fou prend, roi prend, tour prend, échec, roi G7. Il peut récupérer là. Après, je vais récupérer là, mais bon, il peut faire tour A8. Et on rentre dans cette finale où les noirs sont symboliquement un peu mieux parce que pion doublé, ils ont pion passé éloigné. Ouais, ok. Donc je peux jouer peut-être B5 et passer la tour derrière, par exemple. On a peut-être encore tour A6 sur B5. D'ailleurs, pourquoi t'as pas mis le roi en D5 plutôt qu'en G7 là dans cette... Il faut que j'attaque la tour. Parce que sinon il prend. Ah, il fait le pion prend, Ouais. Ouais, là, juste un peu moins. Du coup, il faut que je fasse soit roi E7 soit roi G7, mais roi E7, il y a tour H8. Donc peut-être après, voilà, il doit jouer comme ça. Sur tour E8, prendre A4, ça sera trop dangereux pour lui de me laisser les deux pions. Donc il va jouer comme ça, je pense, et on va jouer cette finale. Peut-être pas B5, peut-être maintenant je joue comme tu dis, un roi F6 pour jouer roi E5. Et au lieu de prendre un 4, peut-être B4 pour le pion. Ah, j'avoue, pas bête. Parce qu'en plus, il est coupé, il peut pas passer la tour derrière. À B4, j'ai pas du tout pensé dans la partie. Ouais, tour B5 au pire, non? Tour A5. Tour A5 pour tour B5, ouais, t'as raison. Ouais, c'est très malin ça. Oui, ça ferme la porte tout de suite. Je peux faire tour C7, mais le truc c'est que si je veux défendre lui, je vais Ouais, perdre tu lui. veux- Donc, ok. Bon, il faut fermer et faire nul. Hein. Il faut fermer et faire nul. J'ai pas. Mais bon, ok. Là, il calcule et je me dis, j'espère presque qu'il rentre dans cette ligne parce que j'ai l'impression qu'avec peu de temps, il a plus de chances de se tromper que moi dans cette finale de tour. Bien sûr. Mais il se trompe pas. Il va voir que en fait, il faut qu'il reprenne en B5 d'abord. Et maintenant, il menace de me faire tour C8. Parce que là, les lignes qu'on vient de voir, si par exemple je fais un coup lambda, il menace fou B4. C'est juste un point de plus. Quoi. Et là, c'est juste pion net de plus. Et je suis complètement perdant. C'est terminé, je pense, cette position. Je fais ça, et c'est complètement terminé. Donc, du coup, je joue F5, qui est le coup plus ou moins forcé pour se déclouer avoir la case F7, avoir une case blanche. Ah ouais, ok. Donc, il me fait tour C8, je fais roi F7, forcé. Il me fait E5, alors c'est assez intéressant comme décision. Je pensais juste qu'il allait bail out et draw, mais là, il commence à jouer pour le gain aussi. En plus, avec très très peu de temps la pendule, il joue avec 9 secondes ce coup.
5, c'est osé quand même. Bah, c'est osé, mais d'un autre côté, il pose des questions concrètes, il essaie de prendre des cases, peut-être qu'il veut. Il joue pour la victoire aussi. Mais il jouait là, et voilà, il essaie de jouer pour la victoire. Il essaie de passer là, il essaie de restreindre mes pièces. Moi, je peux jamais jouer tour D5 parce qu'il fait échec, en fait. C'est le problème. Ouais. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant comme décision. Mais bon, je vais jouer B6, qui est un coup normal. Je pense que je vais consolider et avoir la case. C5 pour le fou. Là, je menace éventuellement des tours D5 maintenant. Mais je pense qu'une idée de 5 aussi, c'est d'avoir, quand je fais tour D5, s'il fait échec, après d'avoir foula, tu vois, des trucs comme ça, pour rentrer. Comment ça te réseauter. Voilà. Donc du coup, il fait fou C3, je fais fou C5. Il me fait tour H8. Je fais roi G7 et bon là on la voit venir. On va répéter. On la voit venir la répétition. On arrive au 40e et il me refait tour 8 et là je suis obligé de faire F7 concrètement. Je peux pas vraiment faire ça parce que là ma tour deviendrait trop passive, il peut prendre la colonne et je suis très passif juste. Donc on répète, de toute façon la position est égale et il n'y a pas vraiment de manière de continuer. Donc ok, partie dans l'ensemble assez intéressante, je pense, assez solide. Stratégiquement, c'est intéressant. Ouais. Beaucoup d'idées. Je suis quand même content parce que c'est la première fois que je joue cette ouverture, la Grunfeld. Donc je pense que j'ai fait une partie honorable contre un grand maître sur une first time d'ouverture, on va dire. Bon, j'étais assez bien préparé sur cette ligne aussi, donc forcément ça aide. J'ai pas été surpris sur les plans à jouer après l'ouverture, mais quand même, je pense que j'ai pas mal sorti la position et j'ai même un peu pressé. On va dire au moins de manière symbolique, j'ai un peu pressé quoi. Ouais, bah c'est vrai que le placement des pièces blanches était un peu bizarre. Après, bon, ça restait malheureusement solide, ouais. Trop de faiblesse, donc bon, qu'est-ce que tu veux faire hein. J'ai sous-estimé en fait ce moment-là où il fait cette défense avec les pions doublés. Ouais, mais ça c'est ne serait-ce que de l'envisager de faire F3 4, c'est quand même très très dur. Mais moi, clairement, quand je joue cette position, là je pense que il a vraiment mal joué et je pensais pas loin de gagner. D'un point de vue pratique, c'est mal joué. Je pensais, en fait, c'est très bien joué d'un point de vue pratique. Oui, ouais. Parce que en fait, t'as l'impression que c'est mieux pour les blancs. Enfin pour les noirs, mais pas du tout. En fait, mais encore une fois, je veux dire, si tu arrives à forcer toutes les finales qu'on a vues, les finales de pions là, faut avoir tout calculé quoi. Je veux dire, objectivement, c'est gagnant tout le temps les finales de pions. Mais il a bien peut-être qu'il savait l'expérience. Enfin, je sais pas. L'expérience. Non, mais après peut-être qu'il aurait pas juste échangé les fous et qu'il aurait tenu sa finale. Je pense qu'il a vu à l'avance qu'il allait souvent jouer P5 dans ses finales et que j'avais rien. On est passé peut-être un peu vite, mais c'était la défense la plus solide au final de jouer avec F3. Ouais, c'est la seule défense d'air. C'est la seule défense. On peut pas vraiment jouer par exemple un coup comme roi F1 parce que déjà j'ai les pièces beaucoup trop actives. Maintenant je peux faire ça juste et la tour est complètement monstrueuse ici. Ah oui non mais c'est parce qu'il a joué B4. Mais du coup est-ce que c'était peut-être B4 qui était déjà... je pense que quand il joue B4 il a anticipé ça déjà. Ok d'accord. Je pense quand il joue B4 je pense qu'il a anticipé ce truc là parce qu'il me joue assez vite F3 en 3 minutes. Donc ouais là il a pas trop le choix, il est plus ou moins obligé de jouer F3 je pense. Au-delà d'être une bonne ou une mauvaise décision pratique, c'est juste le meilleur coup quoi. Ouais, c'est le meilleur coup, tout à fait. Il peut pas vraiment jouer un coup comme tour A2. Bon il pourrait peut-être mais c'est pas passif. Ouais c'est ça, je peux faire tour C1. Alors non je me laisse pas encore la fourchette parce qu'elle fout. Ah oui. Mais ficelé, je peux passer la tour d'arrière déjà, mettre la pression. Ouais, bien sûr. Donc là c'était clairement pas bon pour lui cette position. Donc il me joue la bonne défense, bien joué à lui, et du coup il prend avec le pion. Il sort pas son roi dans le réseau et du coup. Bonne partie dans l'ensemble quand même. Ouais. Non bonne partie. Après voilà, encore une fois c'est un peu frustrant parce que là je donne quand même beaucoup d'énergie pour essayer de gagner et c'est pas le cas. Deux fois les noirs. Ouais mais c'est sûr que moi j'aurais préféré scorer au moins une des deux. Ouais. Et là je suis 1 sur 2 donc je suis dans le peloton mou on va dire et il va falloir concrètement que j'essaie de scorer à la partie d'après. Okay. Donc la partie d'après je vais jouer contre le jeune Anton Vergara Diego, un jeune 2400 espagnol et j'aurai les pièces blanches et il faudra clairement essayer de presser pour une victoire dans cette prochaine partie. J'ai senti aussi que c'était un bon joueur ce joueur là que je vais jouer parce que il vient de gagner sa partie à cette ronde contre mon adversaire de la veille donc clairement un bon joueur. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour des vidéos sur la chaîne. Donc il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver là, les Road to FM, les Road to 2000, les Road to GM. Il va y avoir aussi des 15 minutes 1 skill parce que je sais que ce format a plu à pas mal d'entre vous. Donc restez connectés, restez branchés et peace. Allez, à bientôt. Salut.